Salut! Aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie sur les types utilisés dans Elasticsearch. Si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, j'avais vu principalement le type chaîne de caractères. On a profité pour voir un bref aperçu sur les processus d'analyse. Aujourd'hui, on va entamer la suite. Donc, on verra tout ce qui est numérique, date et booléen. Et à la fin, je vais terminer par tout ce qui est champs multiples et tableaux. Alors, on va commencer par le type numérique. Dans les types numériques, on distingue 4 à 5 véritables types qui sont considérés comme des primitives au sens de Java. On distingue les bytes, les shorts, les integers, les longs, les floats et les doubles. Maintenant, ça va dépendre de si vous avez besoin d'utiliser des entiers ou bien des décimaux. Si vous avez besoin d'utiliser des entiers, vous avez le premier groupe, c'est-à-dire les bytes, shorts, integers et longs. Si par contre, vous avez besoin d'utiliser des nombres avec des virgules, vous allez utiliser plutôt le type float ou bien double. Alors, il faut savoir que l'utilisation de ces types-ci ne se fait pas au hasard. Chaque type a sa plage d'utilisation. En gros, en fonction de la taille de la donnée que vous allez stocker, vous n'allez pas choisir le même type. Par exemple, si vous êtes sûr que votre valeur sera très faible, vous pouvez aller sur des bytes, un octet. Si par contre, vous savez que vous avez besoin de stocker des valeurs très grandes, vous pouvez aller directement sur des longues. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. On va faire un petit exemple. Bon, si par exemple vous allez sur le chapitre 3 du livre, je vous disais, on sait que le type short va de moins 32 768 à 32 767. Vous pouvez trouver les plages correspondantes à chaque type, c'est-à-dire les bytes, les shorts, les integers et les longs. Mais bon, moi je vous ai mentionné celui-là. Ça signifie que si vous voulez utiliser le type short, vous aurez besoin que le numéro se trouve dans cette plage-ci. Si vous avez besoin de stocker des numéros qui sont au-dessus, il faudra prendre un type qui permette d'aller au-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de stocker une valeur qui est à l'extérieur de cet intervalle. Je vais choisir une valeur positive, c'est-à-dire un champ qui est plus grand que 32 767. Ce qu'on va faire, c'est essayer de stocker le document-ci. Pour le moment, ne faites pas attention au reste du document, on va se concentrer sur le champ size. Vu que c'est un champ qui n'existe pas encore, on va le rajouter dans notre mapping. Ici, vous l'avez là. Donc, en gros, ce que je fais là, c'est que je rajoute le champ size et je le map avec un type short. Et comme je vous disais tout à l'heure, chaque fois que vous allez utiliser un type short, il faudra que la valeur soit comprise entre moins 32 768 et 32 767. Typiquement, ce sont les valeurs qui peuvent être codées sur 16 bits. On fait entrer. Tout s'est bien exécuté. En gros, notre mapping a été mis à jour. Bon, on peut vérifier ce qu'on fait. On récupère le mapping et on cherche le champ size. On le retrouve ici. On voit bien que notre mapping a été mis à jour avec le type short. Ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de stocker ce document-ci, mais avec la valeur 32 766 d'abord, qui est une valeur qui est comprise dans l'intervalle dont je vous ai parlé. Ah oui, il m'a pété une erreur à cause de cet attribut-ci. On verra ça par la suite. Donc je vais le retirer pour le moment, vu qu'il ne nous intéresse pas. Entre X, et on refait. On fait entrer. On voit que tout s'est bien passé. Donc en gros, il a réussi à stocker notre document size avec cette valeur-ci. Maintenant, je vais essayer d'aller au-delà. Je vous avais dit que la limite c'était 32 767. Je vais essayer de mettre 32 768. Vous voyez qu'on a une erreur. Il vous dit que la valeur que vous avez mise est en dehors de l'intervalle supporté par ce type-là. Donc, vous serez obligé de mettre un type integer ou bien long à la place. Petit résumé, pour les numériques, le choix se fait en fonction de la plage que vous pouvez supporter. En gros, si vos valeurs sont très faibles, vous pouvez utiliser les bytes. Au-dessus, vous avez les shorts. Ensuite, vous avez les integers. Et ensuite, vous avez les longs. Donc, ce qui se passe en général, c'est que lorsqu'on ne sait pas dans quel intervalle nos valeurs peuvent varier, on prend directement le type le plus grand, c'est-à-dire long pour les entiers et double pour les décimaux. Du coup, on est sûr que quelle que soit la valeur, ça rentrera. Le seul inconvénient avec ça, c'est que votre index va grossir parce qu'effectivement, ce sont des champs qui prennent plus de place. Du coup, l'index sera forcément un peu plus lent. Ce n'est pas un très grand prix à payer. Parce qu'en plus, si derrière vous vous rendez compte que l'intervalle que vous avez choisi est trop petit, il faudra réindexer les données. C'est encore pire.
Voilà pour ce qui est des chips numériques. On va s'intéresser maintenant au chip date. Alors le chip date sur Elasticsearch, comme vous l'aurez compris, c'est celui qui va nous permettre de stocker le temps dans notre système. En gros, c'est là que vous aurez la possibilité de stocker tout ce qui est date, heure, minute et seconde. Là, il faut savoir que Elasticsearch prend une chaîne de caractères. Je vous avais dit la dernière fois que les chaînes de caractères sont les types les plus utilisés, vu qu'elles offrent beaucoup d'options en ce qui concerne les processus d'analyse. En gros, ce qui se passe, c'est que Elasticsearch va stocker votre chaîne de caractères, l'analyser et la transformer en un long qui va stocker, vu que les longs sont beaucoup plus faciles à stocker et à réutiliser. Ce long-là sera appelé timestamp. En gros, le timestamp peut être défini comme le temps, la durée qui s'est écoulée depuis le 1er janvier 1978 à minuit. Et il est exprimé en millisecondes. En gros, ce que je vous disais, c'est que par exemple, il va prendre cette date-ci et il va la transformer en son équivalent timestamp. Alors, pour tous ceux qui ont l'habitude de travailler avec des dates, on a tous déjà eu cette problématique-là. À chaque fois qu'on doit stocker une date, il faut se préoccuper du format qui sera utilisé. Par exemple, là, j'aurais pu mettre carrément 2013, octobre 25. Et là, par exemple, mettre PM, ainsi de suite. Il y a plusieurs formats qui peuvent être utilisés. Par exemple, à la place du tiret, on aurait pu avoir des slash. Alors, on peut se demander comment est-ce que ça se fait que lorsqu'il a stocké notre document, il a pu stocker notre date ici, alors qu'on ne lui a pas spécifié de mapping. Ça laisse donc sous-entendre que Elasticsearch utilise un format par défaut. Ce format-là, c'est la norme ISO 8601. C'est la norme internationale en fait. Là-dedans, les infos sont lues de gauche à droite et ça correspond aussi du plus important au moins important. Si vous ne voulez pas utiliser ce format-là, il faudra donc en spécifier dans votre mapping. On verra tout de suite comment faire ça. Alors, il faut savoir que sur Elasticsearch, lorsque vous configurez votre format, vous avez deux types. Vous avez les formats qui sont prédéfinis et vous avez ceux qui sont personnalisés. Par exemple, pour avoir les formats qui sont prédéfinis, vous pouvez aller sur cette page-ci. Ici. Là, vous avez la liste des formats qui sont prédéfinis sur Elasticsearch. Époque milliseconde, époque seconde, ainsi de suite. La doc est assez fournie. Ou alors, vous pouvez vous-même directement customiser votre format et le définir dans votre mapping. Voilà comment on le fait ici. En gros, il sera question de mettre dans votre mapping ce champ-ci. Chip, on va mettre le chip date et le format, vous allez le préciser ici. Là. Si par exemple, vous avez envie d'utiliser un format prédéfini, il aurait fallu mettre ce champ-ci, par exemple, époque milliseconde, ici. Là. On va revenir dans notre cas. Par exemple, ici, on n'a pas eu besoin de mettre le format, comme je vous disais, parce que derrière, lui, vu qu'il n'a pas vu de format qui était configuré, il a utilisé le format par défaut, qui est la norme ISO 8601. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est mettre une date customisée, celle qu'on avait tout à l'heure. Celle-ci. Il faudra donc que je mette un mapping sur ce champ-ci. Customize date. J'en ai déjà mis un. Ici. Vous voyez, j'ai mis ce format-ci. En gros, je lui dis devant, je veux qu'il y ait l'année, le mois et les jours. Avec des tirets. On voit bien qu'ici en haut, j'ai mis /0514. Si je fais entrée, déjà je vais corriger ce que j'ai fait tout à l'heure là, avec le numérique. Sinon, ça va péter à cause de ça. Je mets 6. Pour être sûr, je fais entrer. Il vous pète à la gueule parce qu'effectivement, il vous fait comprendre que le format n'est pas bon. Comparé à ce qu'on a fourni, c'est normal. Moi, dans le format ici, j'ai mis l'année, le mois, les jours, mais par contre, j'ai mis des tirets. Si vous vous souvenez, on avait mis ceci. L'année, le mois, les jours. Donc, en gros, pour que ce soit bon, il faudrait mettre ici un tiret. Ici, un tiret. On réexécute. C'est OK. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Vous avez plusieurs types de formats que vous pouvez configurer. Sur le livre, sur le chapitre 3 du livre, j'en parle de quelques-uns. Par exemple, ici, on aurait pu mettre ce format-ci.
MMAAA. Et là, il aurait fallu par exemple mettre ce type de date-ci, juillet 2001. Vous avez plusieurs formats que vous pouvez utiliser comme ceci. Il suffit juste d'aller un peu sur Internet et vous en trouverez. Voilà pour ce qui est de la date. Ensuite, sur Elasticsearch, on a les booléens. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que ce sont des champs qui prennent la valeur true ou false. Par exemple, quand je vois index ici, on a la valeur qui est true, qui est dans le type boolean. Tout ce que vous pouvez retenir, c'est que lorsque vous stockez un document de ce type-ci dans Elasticsearch, il va prendre la valeur true qui est ici, il va l'analyser avec le processus dont je vous ai parlé, et il va la transformer en un seul caractère. En gros, true va correspondre à la lettre T, et false, il va la mapper sur la lettre F. Ça, c'est un mécanisme qui se passe en interne. Je ne pourrais pas vraiment vous dire exactement pourquoi ils ont décidé de ne stocker que les lettres T ou F au lieu de stocker directement les caractères true ou false. Je ne sais pas si ça influe directement sur les performances. Ça, c'est juste pour votre culture générale. Sachez juste que lorsque vous envoyez des documents avec des valeurs true ou false, ce qui est stocké en réalité derrière, ce sont les lettres T ou F. Voilà pour ce qui est des booléens. Maintenant, on va s'attaquer aux champs un peu plus élaborés, les tableaux et les champs multiples. On va commencer par les tableaux. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que tout ce qui est tableau et champs multiples peuvent être considérés comme des dérivés des primitifs qu'on vient juste de voir, des types de base, des types principaux. Par exemple, le tableau est une structure de données qui vous permet de stocker un ensemble de données, un ensemble de types déjà connus des primitifs. Par exemple, vous avoir un tableau de numérique, un tableau de booléen ou un tableau de chaîne de caractères. On va voir ça d'ailleurs tout de suite. Par exemple, si je réexécute cette requête, la requête dans laquelle on recherchait tous les documents avec le mot-clé Elasticsearch, on avait ce résultat. Ici, par exemple, vous avez le champ Attendees. Vous voyez qu'ici, on a un tableau de chaîne de caractères Lee, Greg, Mike, Delila. Alors, on peut se demander comment est-ce qu'il faudrait configurer notre mapping de façon à avoir ce type de champ. Je vais vous dire rien. En gros, tout ce qu'il faudra faire, c'est vous comporter comme si c'était juste une chaîne de caractères. Et Elasticsearch fera le reste. C'est-à-dire que vous aurez juste à mettre ici, par exemple, test ou bien keyword. Non, pour un tableau, il vaut mieux mettre texte. Vous mettez texte. Si c'est une chaîne de caractères, alors c'est peanuts, c'est bénéfique pour lui. Si c'est un tableau qui rencontre, pour lui, c'est pas grave. Il faudra juste que les valeurs qui sont à l'intérieur du tableau soient toutes du même champ que vous avez mis dans les mappings. C'est-à-dire texte, chaîne de caractères. Si on regarde par exemple le champ Attendees sur notre mapping, je fais CTRL F, vous l'avez ici. Vous voyez que tout ce qu'on a mis c'est type texte. En gros, on l'a mappé comme une chaîne de caractères normale. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas de différence au niveau du mapping entre un tableau et une chaîne de caractères. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, un petit résumé, les tableaux peuvent être définis comme des types qui permettent d'indexer un ensemble de valeurs dans le même champ. Alors, qu'en est-il des champs multiples? Les champs multiples, c'est un peu l'inverse. Ce qu'ils font, c'est qu'ils permettent d'indexer la même donnée plusieurs fois de façon différente. Et typiquement, c'est pour le processus d'analyse dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Alors, Elasticsearch veut vous donner la possibilité de stocker le même champ avec plusieurs analyseurs différents. En gros, par exemple, ça donnerait ça. Où est-ce qu'il fait? C'est que dans un premier temps, on va définir un mapping sur le champ texte. C'est le même champ que vous retrouvez ici lors d'une requête dans un document. On va dire que naturellement le type c'est texte pour chaîne de caractères. Mais ensuite, afin de pouvoir analyser ce champ-là de façon différente, on va rajouter le champ fields dans lequel on va mettre en place un autre analyseur. Donc en gros, ce qu'on vient de faire ici, c'est que par exemple ce document-ci, lorsqu'il sera indexé, dans un premier temps, il va être analysé avec l'analyseur par défaut. Et ensuite, le même champ va être stocké dans un autre champ English, mais avec l'analyseur English. Vous voyez qu'en fait, la même donnée est présente deux fois, sauf qu'on a des analyseurs différents. Ça vous permet de rendre votre structure de données un peu plus polyvalente. Vous verrez plus l'importance de cette fonctionnalité, c'est lorsqu'on verra le chapitre dédié exclusivement à l'analyse sur Elasticsearch. Vous voyez, voilà à quoi ressemblerait une requête. Donc en gros, on fait une requête, une query sur le champ Quick Browse Fox. Ensuite, derrière, on définit les champs sur lesquels on veut faire la recherche. Text pour le premier champ, text.english pour le deuxième champ.
On est obligé de mettre ça parce que vous avez vu dans le mapping que dans le cadre d'un champ multi-valeur, la deuxième valeur se situe à l'intérieur de la première, est un sous-ensemble de la première. C'est pour ça que pour atteindre le champ English, on est obligé de préciser le champ texte. Et ensuite, derrière, il pourra faire la requête de recherche en utilisant les deux analyseurs. Alors, un petit résumé sur les deux derniers champs qu'on vient de voir. Je vous ai dit que les tableaux étaient des structures de données qui vous permettaient d'indexer dans un champ un ensemble de valeurs de même type. Et pour cela, dans le mapping, vous n'aviez rien à faire. Tout ce que vous aviez à faire, c'est l'indexer comme vous le faisiez déjà. Et ensuite, on a les champs multiples. Eux, par contre, permettent d'indexer la même donnée de plusieurs façons différentes. Ça vous permettrait, par exemple, de stocker la même valeur en fonction d'un analyseur différent. On arrive maintenant à la fin. Dans la prochaine vidéo, on va entamer la mise à jour de nos données sur Elasticsearch. Merci et à bientôt.